Est-ce qu'il faut mettre en place un embargo européen sur le pétrole et le gaz russe? Est-ce qu'on peut se le permettre? Ou est-ce qu'il y a une autre solution à l'indépendance énergétique? Alors, vous savez que l'agenda pour l'indépendance de l'Europe, sur beaucoup de sujets, est un agenda que nous portons depuis plusieurs années. On a voulu encore le renforcer. Nous en avons vu l'importance pendant l'épidémie de Covid-19, puisque nous avons parfois manqué à cause de nos dépendances, et cette crise nous le montre plus encore. Et donc la discussion que nous allons avoir aujourd'hui, les décisions que nous allons acter, les mandats que nous allons donner aussi à la Commission pour pouvoir poursuivre et prendre d'autres décisions dans les prochaines semaines, ont trait au sujet de défense, d'énergie, d'alimentation et d'agriculture, de matières premières, évidemment là, toujours de santé, parce qu'il faut continuer à tirer les enseignements de l'épidémie, de semi-conducteurs, de technologie, etc. Les éléments critiques sont en matière de défense et d'énergie, vous le savez ô combien, et c'est lié aujourd'hui à la guerre en Ukraine. Et donc notre volonté, c'est d'abord de pleinement pouvoir, à court terme, protéger nos concitoyens, protéger nos entreprises face à la montée des prix. C'est la première chose. Nous sommes plusieurs à avoir pris des décisions en la matière. La France l'a fait avec un blocage des prix pour le gaz. Si ça dure, il faut qu'on ait des mécanismes plus pérennes en européen. Et donc là-dessus, il y a plusieurs propositions très techniques. Et donc ce que nous allons faire, c'est donner un mandat à la Commission pour d'ici à la fin du mois, nous préparer tous les textes qui sont nécessaires, qui pour certains d'ailleurs, il faut bien le dire, étaient bloqués par des désaccords depuis de très nombreuses années. Mais face à de telles circonstances, notre objectif, c'est pour le sommet de fin mars de pouvoir finaliser ces décisions sur la base du mandat que nous allons donner aujourd'hui à la Commission. Ensuite, il y a la question de savoir si la Russie va à un moment donné faire pression et utiliser l'arme du gaz. Le président Poutine s'est exprimé tout à l'heure pour dire que la Russie continuerait à fournir. Jusque quand, en fonction de quoi, nul ne sait. C'est ça une dépendance, une vulnérabilité. Et donc nous devons nous préparer à tous les scénarios. À tous les scénarios. Aujourd'hui, la France, comme vous le savez, dépend moins que d'autres du gaz en raison de notre base installée nucléaire, de notre structure énergétique. Néanmoins, l'Europe dépend du gaz, dépend d'un gaz qu'elle importe et à 40% d'un gaz russe. Et donc, la stratégie que nous devons bâtir, et c'est la discussion que nous allons avoir ce soir, c'est pourquoi ce sommet est très important, c'est de savoir à quel rythme nous pouvons diminuer, réduire, puis supprimer cette vulnérabilité. Quels sont les voies et moyens de trouver d'autres fournisseurs à court terme et comment nous réorganiser. Allez-vous évoquer la question de l'adhésion de l'Ukraine? Ce sera immanquablement évoqué ce soir puisqu'il y a une demande. Vous savez que 3 pays ont fait la demande formelle, l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie. Et nous aurons une discussion ce soir, elle est importante, parce que d'abord, je pense qu'il faut envoyer un signal fort dans cette période à l'Ukraine et aux Ukrainiens. Dans le même temps, il faut que nous soyons vigilants. Est-ce qu'on peut aujourd'hui ouvrir une procédure d'adhésion avec un pays en guerre? Je ne le crois pas. Est-ce qu'on doit fermer la porte et dire jamais? Ce serait injuste. Est-ce qu'on peut oublier les équilibres de la région? Il faut faire attention. La Moldavie est très fragile. Elle est aujourd'hui dépendante, du point de vue de son gaz, de la Russie. Il y a la Transnistrie avec des combattants qui sont là. Elle est aujourd'hui avec des dizaines de milliers de réfugiés qui arrivent sur son sol. Et donc on ne peut pas abandonner la Moldavie dans ce chemin. On doit faire attention aussi aux Balkans occidentaux. Et donc je pense qu'il nous faut ce soir envoyer un signal, mais il nous faut réfléchir dans le cadre un peu de cette refonte européenne que nous préparons, en lien avec la Convention pour l'avenir de l'Europe, savoir comment l'Europe se repense géographiquement. La guerre en Ukraine est un traumatisme immense et je l'ai dit, c'est le retour du tragique, c'est un drame humain, politique, humanitaire, mais c'est aussi à coup sûr un élément qui va conduire à complètement redéfinir l'architecture de notre Europe. Et donc, dans le temps, nous aurons à en tirer toutes les conséquences. Monsieur le Président, on a vu ces images à Mariupol d'une maternité bombardée. Alors, il nous faut d'abord, et c'est un peu pour moi l'un des objectifs d'aujourd'hui, vous savez, on ne règle pas tout en un jour. Ce sommet est très important parce qu'il arrive à un moment critique et il arrive en pleine guerre, alors même que nous sommes tous bouleversés par ce qu'il se passe et que nous devons prendre des décisions fortes. Ces décisions, nous devons les prendre dans les jours, les semaines qui viennent. Aujourd'hui, c'est une décision stratégique. Elle doit ensuite être suivie d'effets.
Nous allons donner un mandat à la Commission pour la fin du mois de mars. Et le Conseil qui s'y tiendra, où des décisions devront être prises en matière d'énergie, à coup sûr. Peut-être d'agriculture aussi. Il nous faut aussi préparer les décisions que nous aurons à prendre en matière de défense, comme je l'évoquais, et d'autres. Et là, nous donnons un mandat pour le mois de mai. Il faudra vraisemblablement avoir un Conseil exceptionnel à cet horizon. Il faudra, à coup sûr, prévoir de nouveaux investissements. Et dans la discussion que nous aurons entre aujourd'hui et demain matin, il nous faut déterminer, par rapport à ces investissements que nous identifions, si ce sont des investissements du secteur privé. Dans tous ces domaines, il doit y en avoir. C'était l'objectif de la taxonomie en matière d'énergie. Il y en a aussi en industrie de défense. Est-ce que ce sont des dépenses publiques nationales? Et à ce moment-là, comment sont-elles compatibles avec nos propres critères et nos contraintes? Et est-ce qu'il nous faut faire plus de dépenses communes en européen, comme nous l'avons par exemple décidé au moment de la crise Covid? Je pense que vraisemblablement, il y aura les trois catégories. Et donc, en effet, il nous faut maintenant, aujourd'hui, avoir la discussion stratégique, aujourd'hui et demain, mais dans les semaines qui viennent, réussir à définir ce qu'est notre dessein pour les prochaines années sur ces grands sujets de défense, d'énergie, d'alimentation, d'industrie, et comment définir nos dépenses communes. Monsieur le Président, j'imagine que vous avez vu ces images d'une maternité bombardée à Mariupol. Est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu ces images? Et est-ce que vous diriez que la Russie se rend coupable de crimes de guerre? Écoutez, j'ai été comme nous l'avons tous et toutes été bouleversés par ces images. En plein centre-ville, une maternité a été bombardée. En plein centre-ville. Des femmes, des enfants, à nouveau, ont été tués. Et je dis à nouveau parce que je l'avais déjà dit à nos compatriotes la semaine dernière, c'est depuis le début de cette guerre, à plusieurs reprises, que des drames humanitaires de ce type ont été faits. Et des armes profondément létales, sans discernement, sont utilisées en plein centre-ville. La France condamne avec la plus grande fermeté ce qui est un acte de guerre indigne et immoral. Parce que ce n'est pas un acte de guerre destiné, justement, à neutraliser des bases armées, des capacités militaires, alors même que nous considérons que cette guerre est évidemment déjà illégale et injuste. Mais c'est un acte de guerre dont l'objectif manifeste est de tuer des civils, des femmes et des enfants en particulier. Donc nous l'avons condamné, et évidemment, vous savez, la France s'est toujours battue contre l'impunité. Et donc, dans le cadre de l'ensemble des Nations Unies, avec les juridictions compétentes, toutes les procédures devront être conduites pour que la clarté soit faite sur, aujourd'hui, ces actes et ce que nous avons tous vu et condamné. Mais les conséquences doivent aussi être tirées. La Russie a dit qu'en fait, ces conflits, c'est la faute de l'Europe et des États-Unis. Non, je pense qu'il n'y a rien qui justifie. Vous savez, je vous le dis avec d'autant plus de détermination, de fermeté, que je n'ai cessé, pour ma part, d'engager la discussion avec le président Poutine. Je n'ai cessé de le faire. Ici même, quelques jours après mon élection, j'ai reçu le président Poutine. En 2019, je l'ai invité à Brégançon, nous avions réengagé des groupes de travail. J'ai parfois été critiqué pour cela. Je l'ai fait avec conviction, engagement, sans naïveté aucune. Mais on a fait jusque quelques heures avant sa décision de lancer la guerre. Je parlais avec lui d'une rencontre, d'un sommet avec le président Biden. Cette décision est une décision unilatérale de la Russie. Et rien ne justifie le choix de faire une guerre. Rien ne le justifie contre un peuple frère et rien ne justifie ce qu'on a vécu, par exemple, à Mariupol. Et je veux ici dire toute ma solidarité à l'égard du maire de Mariupol comme de l'ensemble de ses habitants. Et donc, je crois qu'il n'y a aucun discours de justification qui est audible. Maintenant, nous restons engagés. Ce matin, avec le chancelier Scholz, nous avons reparlé avec le président Poutine. Nous reparlerons encore dans 48 heures. Je ne vais pas ménager les efforts pour essayer d'obtenir ce cessez-le-feu qui est si important et la possibilité d'essayer d'avoir une sortie du conflit qui puisse être politique. Mais je l'ai dit aux Françaises et aux Français, et je vous le dis avec la même honnêteté, je suis inquiet, pessimiste, et c'est aussi pour ça que je crois que notre Europe doit être au rendez-vous. Et l'Europe est là qui doit chercher à être puissance médiatrice et de stabilité, c'est ce que nous faisons, en particulier avec le chancelier Scholz, mais avec tous les collègues. L'Europe est unie face à cette guerre, unie. Et pour moi, c'est très important, et l'objectif de ces 2 jours, c'est aussi d'afficher, mais au-delà d'afficher, de continuer à construire, à renforcer cette unité européenne. Et l'Europe
elle doit se préparer à tous les scénarios. Et quand vous m'avez souvent entendu parler d'Europe puissance, d'Europe indépendante, elle doit se préparer à être indépendante du gaz russe, à être indépendante pour assurer sa propre défense, à être indépendante en termes justement d'approvisionnement de ses marchés, parce que nous redécouvrons que notre démocratie est menacée, que nos valeurs sont menacées, et qu'il nous faut donc accepter parfois d'en payer le prix, celui qui va avec les sanctions et les contre-sanctions, et être prêt aussi à défendre ses valeurs quand elles sont attaquées. Monsieur le Président, vous dites que l'Europe est unie, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Parce qu'on a des opinions très différentes en ce qui concerne la livraison de l'énergie russe, par exemple l'Allemagne. Mais bien sûr, nous avons tous des situations différentes, c'est ça l'Europe. Mais la clé de l'Europe, c'est de réussir à bâtir un intérêt commun au-delà des situations particulières. Et donc, notre force est là, c'est ça ce que nous découvrons. Avancer tout seul, un parmi 27, n'a pas grand sens dans cette situation. Et donc oui, nous avons des situations différentes. C'est pour ça que je crois, je disais à la Sorbonne, unie, démocratique et souveraine. Si on veut de la souveraineté, il faut de l'unité. Et cette unité suppose de dire on a des différences, mais on décide de mutualiser, de faire des efforts les uns pour les autres. Eh bien, oui, il y a des pays d'Europe qui sont plus dépendants du gaz russe que d'autres. On doit aider ces pays à sortir plus vite. Ce seront des investissements plus importants. Je vous le dis d'autant plus aisément que la France n'est pas dans ce cas-là. Mais la France a aussi bénéficié d'une Europe solidaire sur les vaccins, par exemple. Donc, à des moments différents, la solidarité européenne nous bénéficie parce que nous cherchons à bâtir un intérêt commun européen. Mais à chaque instant, cet intérêt commun nous rend plus forts. C'est ça l'Europe. Et donc, vous avez parfaitement raison, les sensibilités ne sont pas les mêmes. Plusieurs d'entre nous ont des frontières avec la Russie, la Biélorussie, des enclaves russes ou parfois même l'Ukraine. Et donc, ils vivent la question des réfugiés, la peur de la guerre, des déploiements d'armement très différents d'un pays comme la France qui paraît être loin. Ce n'est pas si vrai en fait, parce que des missiles Iskander sont déployés aujourd'hui en Biélorussie qui nous menacent aussi. Mais la sensibilité n'est pas la même, nos histoires ne sont pas les mêmes. Mais nous devons être solidaires pour bâtir une réponse commune. Monsieur le Président, quand vous avez parlé ce matin avec Vladimir Poutine, vous avez vu la possibilité d'espoir. C'est possible de répondre en anglais, s'il vous plaît, If you want. Yes, please. Yes, please. You know, I'm definitely optimistic, but I try to be a realist as well. I have to say, we're constantly engaged in a discussion with President Putin. Till the very last minute before he launched this war, and after he decided to launch this war, après qu'il ait décidé de lancer cette guerre, nous avons essayé de rouvrir des négociations pour aboutir à un cessez-le-feu. Les conditions qu'il met sur la table sont inacceptables. La question est, est-ce que M. Poutine est prêt à réengager et proposer quelque chose? On pourrait travailler de façon honnête, de façon collective. J'espère que ce n'est pas inenvisageable. Les faits sont les suivants. La Russie a décidé de lancer une guerre. La Russie a envahi l'Ukraine. La Russie a bombardé des civils. Mais ces négociations, à ce stade, ne sont pas prêtes à être conclues. Nous restons unis comme Européens. Nous avons eu une discussion il y a quelques semaines avec le président Biden, avec le Premier ministre Johnson, le chancelier allemand et moi-même. L'unité des Européens est très importante pour nous. Nous resterons engagés pour des discussions pour atteindre ce qui semble... La meilleure option reste un cessez-le-feu. Et je ne vois pas un cessez-le-feu réaliste à ce stade. Est-ce qu'il faut un second plan de relance? Je pense qu'il faut toujours tout tenter pour essayer de l'obtenir. Et donc, nous avons tout fait, jusqu'à la dernière seconde pour essayer d'obtenir une solution diplomatique qui aurait empêché la guerre. Et je pense que c'était la responsabilité de la France et de l'Europe.
Et je pense que c'est ce qui a rendu encore plus évident que c'était la responsabilité de la Russie de décider la guerre. Je pense qu'il nous faut rester engagés, alors même que nous soutenons l'Ukraine, alors même que nous sanctionnons la Russie fortement, que nous restons unis, que nous menons des initiatives, des démarches diplomatiques au Conseil des Nations Unies pour isoler la Russie. Il faut rester engagé dans un dialogue pour essayer d'obtenir cette solution. Cette solution diplomatique, d'abord, elle ne peut advenir qu'entre la Russie et l'Ukraine. Mais nous pouvons peut-être aider, c'est ce que nous tentons de faire. À court terme, l'honnêteté me conduit à vous dire que je ne vois pas une solution diplomatique dans les prochaines heures ou les tout prochains jours. Mais nous allons reparler avec le président Poutine dans les prochains jours et essayer de voir si les choses bougent de part et d'autre. Et donc nous allons continuer à rester engagés avec beaucoup de force. Je l'espère, voilà. Je l'espère, je vais me battre pour. Mais ce que nous pouvons faire, c'est influencer la partie russe pour aller vers des compromis. C'est aider. Mais nous ne pouvons pas le décider à la place des parties prenantes. Voilà. Monsieur le Président, en un mot. D'abord, nous allons nous parler. Vous savez, il faut d'abord obtenir le cessez-le-feu, la fin de la guerre, pour protéger les Ukrainiennes et les Ukrainiens et protéger notre Europe. Voilà, c'est ça l'objectif premier. Économiquement, il faut un second plan de relance ou pas, Monsieur le Président? Économiquement, il nous faut un endettement commun. Vous êtes favorable? Je pense qu'il ne faut jamais partir dans la discussion sur les instruments avant d'avoir clarifié la discussion sur les objectifs. Je me suis toujours attelé à cette méthode et c'est celle qui permet de lever les tabous et les blocages. D'abord, il faut un plan de résilience dans nos économies. C'est ce que le Premier ministre, à ma demande, est en train de finaliser. Et les prochains jours permettront d'accompagner de manière très spécifique les secteurs et les différents points particuliers qui sont impactés par la guerre et ses conséquences directes et indirectes. Cette stratégie de résilience, elle se poursuivra sans doute dans le temps, elle se devra être adaptée parce que nous avons aujourd'hui un impact sur les prix dans plusieurs domaines, mais nous ne mesurons pas toutes les conséquences. Il faudra continuer à pouvoir réévaluer dans le temps. Ensuite, on a besoin d'une stratégie européenne, là aussi pour résister à court terme, mais face à tous les défis que nous allons discuter aujourd'hui, il va nous falloir en effet définir ensuite une stratégie d'investissement européenne qui correspond à ces objectifs. C'est ce que je disais à votre collègue. Pour partie, il faudra une stratégie d'investissement privé. On a commencé à le faire, mais il faudra encore l'adapter, la renforcer. Ce qui veut dire aussi une Europe des capitaux privés qui est beaucoup plus intégrée. Il faudra une stratégie d'investissement nationaux, coordonnée. Et il faudra une stratégie d'investissement commun européen. Nous avons commencé à enclencher ça avec le plan de relance de l'été 2020. Pour partie, il est encore d'ailleurs utilisable. Mais en fonction des objectifs que nous nous définirons, eh bien, il faudra voir s'il convient de le transformer, de prendre de nouvelles décisions. Je ne veux pas les préempter. L'objectif de ce sommet à Versailles, c'est d'abord l'unité de l'Europe, la force de l'Europe face à la guerre en Ukraine, et construire une indépendance plus forte de notre Europe pour pouvoir résister aujourd'hui et demain et prendre souverainement nos décisions. Ce seront des discussions stratégiques et historiques et elles conduiront aujourd'hui, dans les semaines qui viennent et les mois qui viennent, à des décisions historiques pour notre Europe. L'Europe doit changer. Elle a changé sous le coup de la pandémie. Elle va changer encore plus vite et plus fort sous le coup de la guerre. Parce que la guerre en Ukraine est un bouleversement profond de nos équilibres, des croyances qui avaient gagné notre continent. Et donc elle doit nous conduire à être lucides, ambitieux et prendre les décisions qui sont à la hauteur. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup.